Bienvenue dans l'Écho Juridique, le podcast des éditions Antémis. Ici, nous donnons la parole à ceux qui font la doctrine, nos auteurs et rédacteurs issus de nos différentes revues spécialisées. Notre mission, vous offrir une information juridique fiable, actuelle et détaillée, couvrant l'ensemble des domaines du droit. Chaque épisode est une invitation à marquer une pause dans l'actualité pour approfondir un sujet. Qu'il s'agisse de décrypter une réforme récente, de dresser la rétrospective d'une matière fondamentale ou de croiser le regard d'experts sur un point de droit controversé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de consacrer cet épisode à la revue Res et Jura Immobilia. Bonne écoute. Bien, Monsieur Mougenot, bonjour. Vous êtes très connu dans le milieu judiciaire et vous allez être davantage encore connu par nos lecteurs, puisque vous avez accepté de nous donner votre point de vue sur une loi qui est entrée en vigueur il y a bientôt 20 ans, en 2007, sur la réforme de l'expertise judiciaire. Vous êtes président division tribunal de l'entreprise du Hainaut, section Mons, si mes souvenirs sont bons, et vous êtes en même temps enseignant. Et vous avez trouvé le temps de répondre aux questions que nous souhaitons vous poser sur le bientôt 20e anniversaire de la réforme de 2007 en matière d'expertise judiciaire. Alors, je vous pose immédiatement la première question. À l'occasion de la rédaction de son rapport sur la réforme judiciaire, le commissaire à la réforme Charles Van Répingen dénonçait les défauts, déjà à l'époque, dénonçait les défauts de l'expertise judiciaire et regrettait que cette mesure d'instruction institue en définitive un procès dans le procès. Nous étions alors en 1967, au moment de la réforme du Code judiciaire, et il faudra encore attendre 40 années pour qu'une nouvelle législation en la matière voie le jour. Dites-nous ce qui s'est passé entre-temps. Alors, sur un plan législatif, pas grand-chose, puisque les dispositions du Code judiciaire relatives à l'expertise judiciaire n'ont quasiment pas été retouchées entre 1970 et 2007. C'est surtout la jurisprudence qui a évolué, avec des heures et des malheurs, je dirais. Sur certains cas, elle a permis de fournir des questions pratiques et de s'adapter à la pratique pendant toutes ces années, mais dans d'autres cas, au contraire, elle a donné lieu à l'apparition de controverses assez irritantes parce qu'elles ont persisté pendant des années, si pas des dizaines d'années, sans trouver de solution. Monsieur Mougenot, pendant la première décennie du siècle, manifestement, on constate que le sujet est mûr pour la réforme. On enregistre pas moins de 7 propositions de loi qui vont être déposées sur le sujet et qui vont finalement être synthétisées en une seule, celle du 9 juin 2006, au terme d'un travail remarquable du Conseil supérieur de la justice d'un côté, un groupe de travail institué au sein de la Commission de la justice de la Chambre de l'autre, et pour avoir été l'objet d'une telle attention, la loi du 15 mai 2007 devrait nous donner entièrement satisfaction. Ah, probablement oui. En tout cas, je pense qu'une loi était nécessaire. Quand on relit le remarquable travail qui a été fait par Georges Deleval et Fred Erdmann à la demande de la ministre Onkelinx, les dialogues justice, dans le chapitre consacré à l'expertise judiciaire, il donnait l'impression qu'il suffisait d'uniformiser des bonnes pratiques. Probablement, mais en pratique, ça ne se faisait pas. Et donc, je pense qu'une intervention du législateur était effectivement nécessaire pour pouvoir trancher tous les problèmes de l'expertise judiciaire qui étaient restés existants parfois pendant très longtemps. Alors, la loi du 15 mai 2007 introduit le fameux article 875 bis dans le Code judiciaire. Cette disposition légale nouvelle consacre le caractère subsidiaire de la mesure d'expertise judiciaire. Faut-il en déduire qu'avant que le législateur n'introduise cette disposition, les tribunaux accordaient finalement trop facilement aux plaideurs une mesure d'expertise judiciaire, parfois donc hors nécessité, j'ai envie de dire. Alors, je pense à cet égard-là qu'il faut bien distinguer la théorie et la pratique. Sur un plan théorique, la loi de 2007 n'a rien inventé. Quand on lit la doctrine, elle est unanime à consacrer le principe de subsidiarité de l'expertise et depuis déjà fort longtemps. Maintenant, c'est vrai que dans la jurisprudence, on ne trouverait pas nécessairement beaucoup de jurisprudence publiée qui faisait application de ce principe.
Et il est probable que chez certains juges, il y avait une certaine facilité à accorder des expertises sans faire très attention nécessairement à l'utilité de la mesure. Et donc sur ce point-là, effectivement, l'article 875 bis a été un progrès en attirant véritablement l'attention de tout le monde sur cette nécessité de bien vérifier l'utilité de l'expertise. Et je crois qu'actuellement, il y a beaucoup plus de jurisprudence publiée où cette question-là est abordée. Je vous remercie. La loi du 15 mai 2007 va consacrer a priori spécifiquement à l'expertise judiciaire un principe général d'obligation des parties à collaborer aux opérations en sanctionnant le défaut de collaboration par la faculté donnée au juge d'en tirer, je cite, toute conséquence qu'il jugera appropriée. Dans la pratique, comment, d'après vous, cela s'est-il traduit? Alors je dirais que l'obligation des parties de collaborer à la procédure, c'est une obligation générale qui transparaît de plus en plus dans tout le code judiciaire et je dirais, dans mes 25 années de magistrature, j'ai vraiment assisté à une évolution à ce niveau-là. On Il y a peut-être 30 ou 40 ans, on concevait beaucoup plus que le défendeur, par exemple, pouvait adopter une attitude totalement passive, alors que cette manière de voir les choses est totalement révolue. Et donc ça a également transparu dans le cadre de l'expertise où on estime désormais, à juste titre, que toutes les parties doivent faciliter le travail de l'expert et collaborer à l'expertise. Le code judiciaire, de tout temps d'ailleurs, fournit des outils qui peuvent contraindre une partie à collaborer. Par exemple, la procédure de production de documents qui peut débloquer des situations embarrassantes où l'expert essaye d'obtenir des pièces soit de l'une des parties, soit éventuellement même d'un tiers, une documentation technique du fabricant par exemple, et n'y arrive pas. Et cette procédure peut permettre de débloquer les choses. Alors, plus récemment encore, avec la réforme du droit de la preuve et l'adoption du livre 8 du Code civil, il y a une arme absolue, si je puis dire, qui a été introduite dans l'arsenal législatif, c'est la possibilité de renverser la charge de la preuve à titre de sanction d'un défaut de collaboration. Merci. Dans la mesure où la nouvelle loi consacre le rôle actif du juge dans le déroulement des opérations, ce qui se faisait beaucoup moins précédemment, et en lui confiant la saisine permanente pendant le déroulement des opérations, le plus simple n'est-il pas, lorsqu'il n'y a pas de collaboration d'une des parties, de retourner immédiatement devant le juge sans attendre la fin des opérations et de le mettre devant le fait accompli en lui disant, eh bien maintenant, une des parties n'a pas collaboré, à vous de jouer. Alors, je crois que vous avez tout à fait raison et c'est vraiment un point essentiel où l'on peut aussi discerner un changement dans les pratiques dans les 20 ou 30 d'années qui ont précédé. Euh, Ça n'est pas pour rien que la Cour européenne des droits de l'homme rappelle le caractère parfois déterminant de l'expertise dans des arrêts comme Mantovanelli ou Cottin, où elle insiste sur le fait que l'expertise, parfois, marque la procédure d'une manière peut-être pas irrémédiable, c'est un grand mot, mais en tout cas assez décisive. Et donc, il est trop tard d'attendre le débat devant le juge du fond pour trancher les problèmes relatifs à l'expertise, notamment les problèmes d'impartialité de l'expert. Et donc ça m'amène à dire effectivement que, il est crucial d'essayer de trancher les incidents en cours d'expertise à un moment donné où le mal n'est pas encore fait, plutôt que d'attendre que l'expertise soit terminée et puis se retrouver devant le juge du fond face à des problèmes qui sera très, très difficile de résoudre à ce moment-là. Voilà, depuis quelques années, vous évoquez la Cour européenne des droits de l'homme. Depuis quelques années, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de cassation consacrent de plus en plus et évoquent de plus en plus le droit à la preuve. Beaucoup de plaideurs, ou en tout cas certains d'entre eux, confondent de plus en plus la notion de droit à la preuve et le droit à l'expertise judiciaire. C'est une confusion à laquelle il faut tenter d'obvier, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, je pense que la réponse est très claire. Il suffit d'aller relire la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle a clairement reconnu le droit à la preuve comme étant, entre autres, le droit d'une partie d'obtenir du juge qu'il recherche les preuves qu'elle n'est pas en mesure de trouver par elle-même. Mais ce n'est pas du tout un droit absolu dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Autant le juge est tenu de motiver le refus d'organiser une expertise, et ça, je pense que c'est effectivement une des manifestations claires du droit à la preuve, autant le juge n'est pas tenu d'accorder automatiquement une expertise s'il estime qu'elle n'est pas pertinente. Moins d'un an après la promulgation de la loi de mai 2007,
Madame Petit, votre collègue au tribunal de première instance du Hainaut maintenant, et le bâtonnier Renaud Debrie avaient publié un article au Journal des tribunaux. Nous étions en avril 2008 et cet article était intitulé de la nécessité ou non de cette réforme de la loi relative à la mesure d'expertise judiciaire, et il concluait: seul l'avenir nous dira si cette réforme a réellement contribué à une amélioration de la procédure d'expertise. Vous qui êtes magistrat et qui ordonnez régulièrement des mesures d'expertise, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai souri quand j'ai vu le titre de l'article de Renaud Debray et Bénédicte Petit, la loi qui n'aurait pas dû exister. Oui, En fait, moi je suis tout à fait positif et je pense que c'était une loi qui était nécessaire. Je l'ai déjà d'ailleurs évoqué tout à l'heure. Et le bilan est positif à plus d'un point de vue. D'abord au niveau du texte. Je trouve que le texte actuel est plus lisible, plus cohérent, mieux structuré que le texte précédent. Alors là où la loi a vraiment clairement fait avancer les choses, c'est qu'elle a clarifié certaines controverses irritantes qui perduraient depuis longtemps. Je pense par exemple à la détermination de qui est la partie la plus diligente qui doit consigner la provision. Est-ce que l'expert pouvait déjà donner son avis dans les préliminaires ou pas? Comment régler la problématique de l'intervention forcée en cours d'expertise? Alors, ces choses-là sont plus claires. Alors, parfois, il a fallu attendre la loi réparatrice de 2009 pour trouver, sur certains points, la réponse définitive, mais au moins, elle est là. Donc ça, pour moi, c'est un acquis important. Et alors, quelque chose que j'ai aussi salué avec beaucoup d'enthousiasme, c'est la généralisation de l'expertise simplifiée, qui auparavant n'était possible qu'en degré d'appel, pour une raison que je n'ai jamais comprise d'ailleurs. Alors, l'expertise simplifiée n'est évidemment pas la panacée, mais dans un certain nombre de cas, quand elle est praticable dans de bonnes conditions, ça permet quand même d'obtenir un avis technique rapidement et pour un coût relativement limité. Que pensez-vous du rôle des sapiteurs et des conseillers techniques dans l'expertise judiciaire? Il semble que la loi de 2007 ne se soit guère intéressée au rôle d'intervenants qui sont parfois pourtant déterminants dans les opérations d'expertise judiciaire et notamment dans la phase de conciliation qui est obligatoire pour les experts judiciaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous avez tout à fait raison, les sapiteurs étaient les grands inconnus du code judiciaire, et ils le sont toujours d'ailleurs. Il a fallu attendre le code de déontologie des experts pour qu'on voit une première règle explicite concernant l'intervention des sapiteurs, qui, entre parenthèses, a permis aussi de répondre à une question qu'on se posait depuis longtemps, c'est de savoir qui devait rémunérer le sapiteur. Est-ce que c'était l'expert via les provisions ou bien est-ce que c'était les parties directement? Et pourtant, comme vous dites, les sapiteurs jouent souvent un rôle important, voire décisif. Et l'absence de réglementation de leur intervention peut créer des difficultés que j'ai déjà personnellement rencontrées en pratique. Je pense à deux cas. Le premier cas, c'est le cas où c'est en réalité le sapiteur qui fait tout le travail et l'expert ne fait que signer le rapport en définitive, ce qui est problématique. Ça, on trouve des cas vécus dans la jurisprudence, notamment en matière d'expertise médicale. Et alors, un autre problème aussi auquel j'ai déjà été confronté, c'est le cas où en fait le sapiteur est en réalité un praticien du même domaine que celui dont la responsabilité est recherchée, un concurrent éventuellement, et donc son impartialité pourrait éventuellement être mise en doute. Donc je crois qu'en tout cas, l'expert doit faire très attention lors du choix du sapiteur, et il doit certainement s'ouvrir aux parties préalablement, aussi bien de la nécessité de recourir à un sapiteur, parce que ça va renchérir le coût de l'expertise, que de l'identité du sapiteur qu'il compte choisir et obtenir une approbation des parties sur ces deux questions. Je vous remercie. Évidemment, une des questions très importantes qui a agité le Parlement lors de l'adoption de la loi de 2007, c'était le coût très important d'une mesure d'expertise judiciaire. Alors on sait que le législateur a tenté d'y remédier en accentuant le contrôle des juges sur le coût des mesures d'expertise judiciaire, notamment par la technique des provisions. Alors, il arrive de plus en plus régulièrement qu'en cours d'expertise judiciaire, les experts demandent des provisions complémentaires. Alors, on dit toujours les parties et les conseils peuvent, le cas échéant, intervenir, mais n'a-t-on pas ce réflexe de se dire, si je m'oppose à une demande de constitution de nouvelles provisions, je vais peut-être déplaire à l'expert judiciaire. Vous, votre expérience de magistrat, qu'est-ce qu'elle vous inspire comme réflexion?
Alors, première réflexion d'ordre général, c'est que la problématique du coût de l'expertise est un vrai problème et que ce n'est pas en modifiant le code judiciaire qu'on va y porter remède. Alors, effectivement, le code judiciaire ouvre la porte à un contrôle, une régulation du coût de l'expertise, notamment par le biais de la consignation des provisions. Maintenant, vu sous l'angle du magistrat, c'est délicat quand on reçoit une demande de consignation complémentaire de la part d'un expert d'apprécier l'opportunité et l'ampleur de cette consignation. Et je crains fort que, sans réaction d'une des parties pour dire au juge que, compte tenu de l'évolution de l'expertise, la provision qui est demandée est tout à fait excessive, le magistrat n'a pas les outils pour éventuellement réagir. Maintenant, il arrive, c'est pas très fréquent, mais il arrive en pratique que certaines parties réagissent quand l'expert demande une provision dont le coût a l'air trop élevé. Bien souvent, la contestation, ce sera plutôt quant à la partie qui doit supporter cette provision plus que son montant, mais il peut y avoir des incidents et j'ai déjà, dans certains cas, réduit la consignation parce que j'estimais que l'expert allait un peu vite en besogne et qu'il devrait peut-être tronçonner sa demande en plusieurs sections et pas demander un montant aussi important immédiatement. La question de la responsabilité professionnelle de l'expert judiciaire, pendant longtemps, elle était tue, on n'en parlait pratiquement pas. Et puis, en 2025, vous avez participé à l'élaboration d'un ouvrage justement sur ce sujet-là. C'est assez paradoxal puisque dans le même temps qu'on évoque de plus en plus la responsabilité éventuelle de l'expert judiciaire, on a renforcé les règles de désignation et de choix des experts judiciaires, ce qui devrait être un gage de qualité, et donc on devrait moins parler de la responsabilité des experts judiciaires. Comment voyez-vous cette évolution, a priori en sens contraire? Alors, je distingue deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est un durcissement des rapports entre l'expert et les parties. Je crois qu'il arrive de plus en plus souvent que les parties critiquent le rapport à la fois sur le fond, sur le plan technique, ce qui est de bonne guerre, mais aussi sur le plan de la procédure. Et les experts doivent faire face à une espèce de rapport de force de plus en plus agressif à l'égard des parties. Et ça me paraît très, très marqué. Par contre, la problématique de la responsabilité des experts à proprement parler, je crois que ça reste assez anecdotique. Euh, Lorsque les parties vont évidemment batailler pour essayer de faire écarter ou modifier le rapport, mais quand elles l'ont obtenu, ça peut éventuellement aller jusqu'à une contestation des honoraires de l'expert, mais les cas où la responsabilité de l'expert est véritablement engagée et où il doit payer des dommages-intérêts aux parties, ça me paraît quand même extrêmement rare. Ça suppose d'ailleurs que la faute de l'expert ait engendré un dommage qui soit en lien causal avec ce manquement, cette faute de l'expert, ce qui n'est pas nécessairement très courant en pratique. Euh, L'expert judiciaire a maintenant une obligation d'assurance consacrée par le code de déontologie d'ailleurs. La question se pose, et je l'ai déjà rencontré, de savoir, dans la mesure où nous avons très peu de compagnies d'assurance qui assument qui couvrent ce genre de risque, on peut arriver, me semble-t-il, à un risque de conflit d'intérêts. Dans la mesure où l'expert judiciaire est couvert en responsabilité par une compagnie d'assurance qui est la même que celle de l'une des parties au litige dans lequel il doit donner un avis, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Moi, je me souviens d'un magistrat, c'était au tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui interrogeait les experts judiciaires sur la compagnie d'assurance à laquelle ils avaient souscrit leur police de responsabilité civile professionnelle pour ne pas les désigner dans des dossiers où il y avait ce risque de conflit d'intérêts. Est-ce que vous êtes confronté parfois à ce genre de situation? Alors, j'ai jamais été confronté à ce genre de situation et je pense que le cas de figure que vous évoquez est relativement rare dans la mesure où ça suppose que l'expert puisse lui-même engager sa responsabilité. Je viens de dire à la question précédente que c'est une situation qui n'est quand même pas très fréquente. Par contre, ce qui est beaucoup plus fréquent et véritablement problématique, c'est le cas où l'expert travaille habituellement comme conseiller technique pour une compagnie d'assurance. Alors, si la compagnie n'est pas impliquée dans le litige, ce n'est pas grave, mais si la compagnie d'assurance couvre la responsabilité d'une des parties impliquées dans le litige, c'est véritablement problématique. Alors, il y a une convergence à la fois du code de déontologie des experts, d'une partie de la jurisprudence, de la doctrine unanime, et même
du code de déontologie des médecins, qui est le seul, à ma connaissance, à aborder le problème, pour dire que l'expert devrait se déporter dans ce cas-là. Ceci dit, en pratique, ce n'est pas évident. Je me souviens qu'à l'issue d'un de mes cours donnés à des cours aux candidats experts judiciaires, des experts automobiles sont venus me trouver en me disant nous, on doit travailler pour tout le monde, et le monde de l'expertise automobile est tellement restreint que c'est impossible de faire la part des choses entre les missions de conseiller technique et les missions d'expert judiciaire. Dernière question, Monsieur Mougenot. Beaucoup de plaideurs se plaignent que souvent, lorsqu'on n'a pas pu aboutir à la conclusion d'un accord pendant l'expertise judiciaire, on vient devant le juge et on plaide le fond. Et souvent, moi j'entends des plaideurs me dire « Oui, mais finalement, le tribunal est un peu, j'ai appelé ça une machine à entérinement des rapports d'expertise. Est-ce que, si on va vers cela, le juge finalement ne délègue pas d'une certaine façon son pouvoir de juridiction à l'expert judiciaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je crois que cette délégation du pouvoir de juridiction, elle est inhérente à l'expertise elle-même, et on ne peut pas complètement l'écarter. Alors, c'est vrai aussi qu'un avocat m'a dit un jour que pour obtenir que le juge n'entérine pas le rapport, il faut se lever tôt. Et je crois que la remarque est correcte. Mais c'est clair qu'il y a, d'une part, un rapport de confiance naturel entre le juge et l'expert qu'il désigne. Et donc, en cas de doute, le juge va préférer la parole de l'expert à celle éventuellement des techniciens des parties. Je crois que les juges gardent aussi à l'esprit que si jamais ils n'entérinent pas le rapport et qu'on doit l'écarter, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'il faut recommencer une nouvelle expertise? Vu la longueur et le coût de cette procédure, c'est une véritable catastrophe procédurale. Maintenant, je crois que le juge qui est confronté à des critiques du rapport et qui entérine malgré tout le rapport, pour éviter précisément qu'on ne lui reproche d'être une chambre d'entérinement qui travaillerait de manière quasiment automatique, c'est un devoir de motivation particulièrement pointu. Eh bien, Monsieur Mougenot, le comité de rédaction de la revue de droit immobilier Resettura Immobilia a été ravi de vous accueillir ici chez notre éditeur Anthemis aujourd'hui et d'avoir reçu l'éclairage d'un praticien très compétent en la matière. J'espère que nos lecteurs vous suivront encore et que vous publierez encore beaucoup en dehors de votre fonction de juger, bien entendu. Merci à vous. Merci à vous également.